Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet de notre petite intervention et de notre échange est celui de la distribution. Donc nous allons voir les origines de la distribution avec tout d'abord l'amorce de la grande distribution entre 1828 et le début de la Première Guerre mondiale. Une date à retenir, 1844 à Paris, lorsque Félix Potin ouvre son premier magasin. Il ouvrira ensuite d'autres établissements sous la même enseigne, vendant à prix fixé et affiché. Ce sera le début du succursalisme. Les marchandises sont alors préemballées dans des usines au lieu d'être reçues dans les boutiques et emballées sur place par les épiciers. Aux États-Unis, ce principe est repris avec succès par les frères Woolworth en 1879, année d'ouverture de leur second magasin, qui va donner naissance à la chaîne de magasins Woolworths et au développement, au passage, du concept de magasin populaire. Les grands magasins commencent à faire leur apparition autour des années 1852-1865 avec le Bon Marché et le Printemps, que vous connaissez encore aujourd'hui. Le principe de ces grands magasins, c'est un commerce de centre-ville caractérisé par une grande surface de vente répartie sur plusieurs niveaux. Un assortiment très large, essentiellement basé sur l'équipement de la maison et de la personne, et par des ventes réalisées en libre service assisté. Alors, quelques noms comme ça que vous connaissez encore. Je vous ai parlé du Printemps en 1865. Les Galeries Lafayette se sont implantées en 1893, la même année que les Nouvelles Galeries. Ces grands magasins vont perdre de leur influence à partir des années 1970 avec l'essor de la grande distribution. Les magasins sont en difficulté essentiellement à cause de grandes surfaces spécialisées comme Zara ou H&M, qui en plus sont également fabricants de leurs propres produits. Pour lutter contre cette tendance, les Galeries Lafayette et le Printemps ont choisi à partir des années 2000 de jouer la carte du luxe et de s'adresser à une clientèle un peu plus aisée. Vous connaissez certainement des noms comme Bernard Arnault, LVMH, qui ont repris le Bon Marché en 1985, puis la Samaritaine en 2000, qui était aussi à l'époque des grands magasins. Vous connaissez aussi François Pinault et le fameux groupe Pinault Printemps Redoute, puisque le Printemps a été repris en 1992 et l'enseigne revendue en 2006. On distingue à côté des grands magasins, les magasins à prix unique ou magasins populaires. Ce concept reposait sur la vente de toutes les marchandises à prix unique au plus bas possible. Ils sont nés durant la révolution industrielle et en vendant tout leur assortiment au même prix, ces magasins ont connu un grand succès auprès des classes populaires urbaines. En France, ils apparaîtront essentiellement dans les années 1930 avec Uniprix, Prix Unique et en 1932 avec Monoprix, que vous connaissez encore puisque Monoprix a absorbé au fil des années Uniprix et Prix Unique. Le libre-service est ensuite arrivé. La première expérience de libre-service s'est faite bien avant aux États-Unis, en septembre 1916, avec l'ouverture du premier magasin libre-service sous l'enseigne Piggly Wiggly à Memphis. Ce magasin avait pour but de réduire les frais de commercialisation, ne pas livrer le client et le laisser se servir lui-même. Il ne proposait que des marchandises préemballées et prévendues par une publicité. Et ce fut l'une des premières enseignes à étiqueter tous ces articles posés bien en vue sur les étagères et sur les gondoles, à portée de main des clients. C'est ainsi qu'apparut le discount quelques années plus tard, dans l'Allemagne d'après-guerre, en 1948 exactement, avec les frères Albrecht, qui ont transformé la politique du commerce familial en incluant directement les remises annuelles dans le prix de vente à tous les clients dès le premier achat, ce qui a rencontré un succès immédiat. Parce que, évidemment, pour vous aujourd'hui, il est normal d'avoir des réductions, des points de fidélité. Mais ce qu'on est en train de voir là, c'est que tous ces processus se sont faits par accumulation, sachant qu'à l'époque, en 1948, par exemple en France, on était encore sous le régime du rationnement. Donc, c'est véritablement une révolution. Et ces magasins des frères Albrecht prendront finalement le nom
d'Aldi pour Albrecht Distribution. En France, c'est Goulet-Turpin qui inaugure le premier magasin d'alimentation en libre service, à la même époque que les frères Albrecht, en 1948. C'est à Paris que ça s'ouvre, et à l'époque, c'est un ovni commercial. C'est le premier magasin de Paris où l'on se sert soi-même. Et comme je vous l'ai dit, c'est un ovni commercial, d'autant plus qu'à l'époque, les tickets de rationnement sont encore en vigueur puisqu'ils arrêteront en 1949. La même année, en 1949, c'est Édouard Leclerc qui, à Landerneau, va plus loin dans le discount en achetant en masse moins cher pour revendre moins cher. Et dans la lignée de cette nouvelle formule de commerce, le premier hypermarché est ouvert en Essonne en 1963 sous la bannière Carrefour. Pourquoi un tel succès des hypermarchés et des supermarchés? D'abord, pour le bas niveau des prix, évidemment, pour l'étendue de l'offre, et aussi, une petite spécificité, c'est parce qu'il permet d'accéder à des équipements en automobile pour les ménages. Alors pour info, sachez qu'en 1976, les premiers produits génériques, dits produits libres, sont arrivés sur le marché. Donc toute la gamme des produits Carrefour, Intermarché, date de cette époque. Et qu'en 1977 a été créé le Code Barre, qui est une institution et qui continue aujourd'hui à permettre aux uns et aux autres de faire leurs achats. À partir des années 80, c'est l'élargissement de la clientèle, puisque ces types de commerce conjuguent prix et qualité. Et puis, ça va de pair avec un événement conjoncturel qui est le déclin des spécialistes, les droguistes, les fromagers, les bazardiers, et des épiceries indépendantes, ainsi qu'en même temps du rôle accru des centrales d'achat. Paris-Doc est la première centrale d'achat créée en 1930 en France. Elle est rentrée dans le giron du groupe Auchan suite au rachat de Doc de France en 1996 et a été rebaptisée Eurochamp. C'est ainsi que, précédemment, quelques années plus tôt, en 1988, Leclerc, l'autre grand groupe de la distribution, fait abolir le monopole des officines sur la parapharmacie et ouvre sa première station d'autoroute. Tout ça, ça date de 1988, c'est pas si vieux, même si vous en voyez de partout aujourd'hui. 1988, période à laquelle le hard discount arrive en France. Avec cette notion désormais galvaudée, mais bien réelle, du client roi, qui provient essentiellement du principe de fidélisation des clients, et aussi d'un essor de l'internationalisation. Par exemple, en 1996, toujours, Auchan fusionne avec Doc de France, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi avec Mammouth, Attaque et Double sa taille en France. 3 ans après, en 1999, Carrefour fusionne avec Promodes et forme ainsi le premier groupe européen de distribution et le deuxième groupe mondial. Toutes ces innovations vont laisser la place petit à petit à une professionnalisation de plus en plus accrue au début du XXIe siècle, dans les années 2000. Grâce à un principe qui aujourd'hui est fondamental dans nos vies, c'est le développement du commerce électronique. Alors, la définition du commerce électronique ou de la vente en ligne, c'est l'échange de biens et de services entre deux entités sur les réseaux informatiques, notamment Internet, mais pas seulement, puisque des transactions téléphoniques sont aussi possibles via les réseaux téléphoniques mobiles. On parle alors de M-commerce pour mobile commerce. On distingue deux types de commerce électronique. Le commerce électronique entre particuliers, dans ce cas, 3 systèmes d'échange coexistent. Vente aux enchères, qu'on connaît très bien via eBay par exemple. Les tiers de confiance, priceminister.com, lafnac.com, ou les petites annonces, par exemple leboncoin.fr, Top Annonce, des sites aujourd'hui qui vous paraissent fondus dans le paysage de nos vies, mais qui ont réellement vu le jour il y a à peine 20 ans.
On parle de commerce électronique B2C quand les principaux biens et services vendus par Internet le sont aux particuliers, et parmi lesquels on peut citer par exemple les biens culturels, les appareils technologiques, le tourisme et les voyages, les produits de grande consommation avec les supermarchés en ligne, les produits d'imprimerie, les produits d'habitat, les vêtements, le téléchargement de musique, la location de DVD par Internet. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de DVD par Internet et de location, on parle une autre langue, mais à l'époque, au début des années 2000, c'était très en vogue. Et puis la VOD ou la vidéo à la demande, qui est toujours de nos jours d'actualité. Et on parle de commerce électronique B2B lorsque les produits vendus en ligne le sont exclusivement pour les professionnels. Il peut s'agir de vin, il peut s'agir de traceurs, de copieuses de plans, de scanners, pour des bureaux d'études par exemple, de matériel BTP ou de véhicules utilitaires. Enfin, de nombreuses entreprises proposent des services sur Internet, payants ou non, et aujourd'hui, ces services ont intégré nos modes de vie, puisque nous pouvons avoir recours, nous aussi, à des banques en ligne, à des assurances en ligne, ou à la presse en ligne. Alors, un petit brin de nostalgie, mais je ne pense pas que ça vous dira grand-chose. Certains hypermarchés ont disparu avant les années 2000. Si je vous parle de Codec, peut-être que ça vous dira quelque chose. Félix Potin, on l'a évoqué tout à l'heure. On peut parler aussi de Continent, qui a disparu en 2000, de Prise Unique, disparu en 2003, Rallye en 2005 et de Mammouth en 2009. Nous allons maintenant aborder les méthodes de vente. Après l'historique de la distribution, méthode de vente. Très simple. Lorsque le vendeur se déplace et que le client se déplace aussi, on parle de vente itinérante. Lorsque le vendeur se déplace et qu'il va jusqu'au client qui, lui, ne se déplace pas, on parle de vente à domicile ou de vente automatique. Lorsque ce n'est pas le vendeur qui se déplace, mais le client qui se déplace, on parle de vente en magasin, de vente en libre service ou de formule mixte. Et lorsque ni le vendeur ni le client ne se déplacent, on parle alors de vente à distance. La vente itinérante. Cette forme de vente englobe, comme son nom l'indique, la vente sur les marchés, les vendeurs ambulants, et ce type de vente est très prisé par les collectivités publiques qui s'en servent pour dynamiser leur secteur, leur géographie, leurs arrondissements, leurs villages, leurs communes. De la même manière, ce type de vente ne décline pas parce qu'il symbolise la recherche de valeurs traditionnelles pour les consommateurs. C'est vrai que les marchés, c'est souvent très important pour une communauté dans un petit secteur. Et c'est le point de rendez-vous de la semaine pour nombre de clients. A l'inverse, la vente à domicile, qu'on a eu appelée à une époque, enfin en tout cas qui faisait référence à une époque aux fameuses réunions Tupperware, a connu un succès mitigé et des résultats aléatoires. De la même manière, la vente automatique, et alors à ce compte-là, on peut s'estimer fier à Lyon, puisque le premier Casino 24 a été implanté à Lyon en 1998. De la même manière, ce type de vente n'est pas très satisfaisant et n'a pas réellement pris. À l'inverse de la vente en libre service. Alors, il faut bien distinguer plusieurs types de commerce de vente en libre service. D'abord, les alimentations générales, dont la surface de vente est inférieure à 120 mètres carrés. Donc là, tout le monde connaît, c'est l'épicier du coin. Tout le monde a recours en général à ce type de commerce. Les supérettes, nous connaissons très bien aussi, c'est lorsque c'est un commerce dont la surface de vente est comprise entre 120 et 400 mètres carrés. On distingue ensuite les supermarchés. La surface est comprise entre 400 et 2500 mètres carrés et les 2/3 du chiffre d'affaires le sont en général, sont basés en tout cas dans la vente de produits alimentaires. Ces supermarchés proposent environ 10 000 références de produits, alors que les hypermarchés, qui sont des commerces dont la surface est au moins de 2500 mètres carrés, proposent de 40
à 80 voire 130 000 références différentes pour les plus grands hypermarchés. Et alors là, cocorico, puisque la France est championne du monde des hypermarchés, avec plus de 1400 hypermarchés aux diverses enseignes répartis à travers le pays. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un lieu de commerce incontournable. En moyenne, les Français y vont à peu près 38 fois par an. Et le panier moyen est général situé autour des 30 €. Voilà, à peu près. Néanmoins, ce concept de supermarché, hypermarché est arrivé aujourd'hui dans sa phase de maturité, à savoir aussi une phase de déclin potentiel. Pourquoi ? Parce que les réglementations en vigueur limitent les implantations qui de toute façon sont très difficiles puisque le domaine est engorgé, il reste peu d'emplacements disponibles, et puis parce que l'hypermarché est un concept généraliste qui souffre de la concurrence des magasins spécialisés, nous l'avons vu tout à l'heure en évoquant notamment par exemple des magasins comme H&M et Zara, et que les hypermarchés souffrent aussi du hard discount. Donc la solution éventuelle pour ces enseignes, c'est le regroupement d'enseignes, la spécialisation, l'internationalisation. La vente en libre service, tout à l'heure nous parlions de B2C, il y existe des magasins en libre service réservés exclusivement aux professionnels. Parmi ces enseignes, certaines sont très connues comme Métro, Promocash, Rétif. Cette vente en libre service n'a rien à voir, en tout cas, est un petit peu différente de la vente assistée, qui est la vente en magasin, système de vente dans lequel un vendeur est à la disposition du client, un vendeur ou une vendeuse à la disposition des clients et clientes. La vente en magasin représente une large part du commerce de détail en France, mais ce système de vente souffre du développement du système de la grande distribution. Donc, l'idée, c'est peut-être de trouver des formules mixtes entre grands magasins et magasins populaires. C'est là que la vente à distance intervient. Tout le monde connaît la Redoute, par exemple. Alors, on distingue deux types de techniques dans la vente à distance, la vente par correspondance et le commerce électronique. Quand je vous parle de la Redoute, j'aurais très bien pu parler de Verbaudet, des Trois Suisses. Et dans le commerce électronique, un concept a révolutionné le système de vente, c'est le concept du drive, pour les supermarchés et hypermarchés, et aussi celui de la technologie sans contact, puisque les clients peuvent désormais faire leurs courses directement depuis leur téléphone mobile et payer sans sortir leur carte bancaire, soit en magasin, soit à la livraison. Donc parmi ces commerces, nous pouvons distinguer aussi trois types de commerces, intégrés, indépendants ou associés. Lorsqu'on évoque le commerce indépendant, ce type de commerce s'exerce en général dans une petite unité avec une surface de vente faible et un effectif réduit, de façon sédentaire dans un point de vente fixe, par exemple une boulangerie ou une pharmacie. L'activité est pratiquée le plus souvent au niveau de la commercialisation de détail, peut aussi concerner de la commercialisation en gros, mais le commerce indépendant peut aussi s'effectuer de façon non sédentaire dans les commerces ambulants ou dans les ventes sur les marchés, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le commerce indépendant propose des avantages comme une grande liberté d'action pour le commerçant, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur. Et nous avons vu juste avant que les hypermarchés souffraient beaucoup de la réglementation en vigueur. Une grande liberté pour définir son assortiment, tarifer et gérer son point de vente, et une rapidité de décision et d'adaptation par rapport aux clients qui interviennent dans la zone de chalandise. Typiquement, on a tous en tête la gouaille d'un vendeur ambulant sur les marchés, par exemple. Les inconvénients de ce type de vente et de commerce indépendant, ce sont les faibles volumes traités qui limitent sa capacité de négociation à l'achat et réduisent les marges de manœuvre en matière de fixation du prix de vente.
Et puis le fait aussi que le commerçant indépendant doit compter sur ses propres ressources ou faire appel à des prestataires extérieurs pour pouvoir mettre en pratique ses décisions. Le commerce intégré, à l'inverse, prend en charge la fonction de gros par l'intermédiaire d'une centrale d'achat ou prend en charge la fonction de détail par l'intermédiaire des points de vente, justement. Alors, les commerces intégrés, qui y a recours? Les magasins populaires, les grands magasins, les maisons à succursales, les discounters et les grandes surfaces, les magasins d'usine et également les coopératives de consommateurs. Petite définition, les coopératives de consommateurs, c'est lorsque le client devient copropriétaire des points de vente qui n'auront plus alors pour objectif de réaliser de profit, mais au contraire de faire payer les produits à prix coûtant, le trop perçu étant reversé en fin d'année aux sociétaires. Enfin, nous pouvons parler aussi de commerce associé. Le commerce associé, c'est une organisation de réseau de points de vente, magasins, agences, hôtels, constituée et contrôlée par des entrepreneurs indépendants qui se sont associés au sein d'un groupement dans le but de mettre en place des actions ou des outils communs résultant de la mutualisation de leurs moyens et de leur savoir-faire. Ces propriétaires de leurs affaires et de leurs réseaux, de leurs enseignes, sont des acteurs et des décideurs à la fois. Par exemple, dans l'alimentaire, nous avons l'exemple de Leclerc, les Mousquetaires, Système U, dans le sport de Decathlon, Intersport, de Sport 2000, toutes les grandes enseignes que l'on connaît. Idem par exemple pour les jouets pour enfants, Jouet Club, BB9, pour l'hôtellerie et la restauration, Best Western, pour l'équipement de la maison avec Jedimat, etc., etc. Toujours dans le commerce associé, nous pouvons distinguer plusieurs caractéristiques. Les groupements de grossistes qui augmentent leur pouvoir de négociation face aux producteurs en accroissant leur volume de commandes. À l'autre bout de la chaîne, les groupements ou coopératives ou chaînes volontaires de détaillants qui ont pour objet de court-circuiter les grossistes et de rassembler une partie de leurs achats tout en ayant une possibilité de sortie du groupement. Et puis, il existe aussi le franchising, qui est un accord entre un producteur, c'est-à-dire un franchiseur, et un détaillant, le franchisé. Pour terminer, une petite anecdote. Sachez que la plus grande surface commerciale du monde se trouve à Dubaï, s'appelle le Dubai Mall. Peut-être que certains de vous connaissent ce centre commercial qui bénéficie d'une surface d'exploitation de 1 124 000 mètres carrés. Soit 1 km carré et quelques de surface de vente, l'équivalent de 225 terrains de foot mis côte à côte les uns les autres. Enfin, une définition générique, lorsque l'on parle d'appareil commercial, on évoque l'ensemble des entreprises participant à la distribution des biens ou services et comprenant les commerces sédentaires, les magasins fixes qu'on a évoqués, magasins populaires, grands magasins, et les commerces non sédentaires, les marchés, les camions, les bazars. Voilà, j'espère que ce cours sur la distribution a été satisfaisant pour vous, qu'il vous a apporté quelques éclaircissements, peut-être des questions que vous verrez par la suite. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation de journée et à très bientôt.